Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette 7e partie. Après la veille avoir battu le record de la plus longue partie de l'histoire des matchs de championnat du monde d'échecs, en effet 136 coups et 7h45 minutes de jeu, c'est impressionnant, il sera intéressant de voir la réaction de Jan Nepomniachtchi qui se retrouve distancé d'un point face à Magnus Carlsen. Va-t-il répéter son début, E4? Va-t-il prendre des risques? Réponse à ces questions dès maintenant. Il décide en fait de jouer E4, de répéter la première, troisième et cinquième partie, et Carlsen également avec E5. Finalement, les deux joueurs vont jouer l'espagnol. Les premiers coups et les commentaires ont été déjà donnés lors de vidéos précédentes que je vous invite à consulter. Arrive donc ce moment clé où le jeu principal est basé généralement sur C3, mais cela voudrait dire accepter le gambit Marshall, et de cela Nepomniachtchi n'en veut visiblement pas. Il décide donc de jouer à nouveau A4 comme lors de la 5e partie. La pression sur B5 freine l'idée de jouer D5. Les noirs doivent résoudre ce problème. Ils avaient joué fou B7, mais ils vont renouveler leur expérience avec tour B8 comme lors de la 5e partie. Carlsen estime que ce coup de tour est solide, même si les blancs possèdent un avantage lié aux traits et à leur espace supérieur. Il estime que ce petit avantage peut être jugulé au fur et à mesure de la partie. Jan Nepomniachtchi joue logiquement. Il joue pion prend B5, ce qui permet l'ouverture de la colonne A et ajoute un crédit supplémentaire à leur jeu avec la pression de ce fou sur F7. Il faut toutefois poursuivre le jeu, voir de quelle manière les noirs pourraient continuer leur développement. On sent que ce fou a et voudrait avoir un rôle important. Eh bien H3 anticipe l'idée que ce fou pourrait s'installer en G4, donc impossible pour lui. Il fait un jeu restrictif et les noirs jouent ici D5, qui a le mérite de contrôler, de protéger, de surprotéger E5, mais en même temps d'enfermer le fou, ce qui va inciter les noirs à se développer d'une certaine manière. Ce coup de pion a quand même aussi le mérite de laisser libre au fou la diagonale C8H3 pour aller soit en D7, soit en E6, selon les circonstances. Dans cette position, C3 avait été joué, mais Carlsen avait obtenu un petit jeu suffisant, enfin en tout cas un petit peu de jeu sur la colonne B en jouant B4, et cela lui a réussi. Le joueur russe veut éviter cette situation et décide de jouer D3 qui lui donne plus de souplesse. Pour quelle raison plus de souplesse? Eh bien D3 a le mérite de contrôler E4 qui lui-même contrôle D5. Mais en même temps, le pion C n'est pas joué, ce qui peut laisser l'opportunité aux blancs d'un choix, soit de jouer pour une sorte de mise en place d'un duo central au centre, soit de mettre en place le cavalier C3, c'est-à-dire de profiter du fait que la case C3 est disponible pour ajouter une pièce supplémentaire en jeu. H6 est joué, un coup très utile à plusieurs titres. Vous évitez cavalier G5 qui fait pression sur F7 avec le fou, ce qui va permettre à la tour de pouvoir jouer tranquillement. Vous évitez également le fou d'aller en G5 qui pourrait contester le cavalier. On va voir que ça peut avoir son importance. Après H6, son importance en effet est liée au coup des blancs, puisqu'après cavalier C3, eh bien ce cavalier a l'intérêt de contrôler la case D5. On voit bien que la bataille de la case D5 est engagée. Les noirs jouent tour 8, mais je vais vous inviter à réfléchir sur la réponse possible qui aurait été de Magnus Carlsen de jouer fou E6. Ce coup est instructif à mon avis, et l'analyse que vous allez faire va vous donner des informations plus précises sur les possibilités de cette position. N'hésitez pas donc à cliquer sur pause pour réfléchir et me donner un coup. Alors, il est bien évident que le coup fou E6 a pour objectif de résoudre ce problème de fou pour les noirs,
de lier les tours, notamment de contester la colonne A. Donc ça a un intérêt stratégique évident. Maintenant, pourquoi Carlsen ne le joue pas? Ben, on va voir. Si vous avez envisagé de prendre le fou E6, ce qui justifierait le fait de créer un pion doublé sur la colonne E, ne serait pas en fait le bon choix de la part des blancs, car H6 peut se comprendre, cavalier G5 ne peut pas être joué, donc on ne peut pas viser directement cette cible, et la dame ne peut pas venir en B3 en raison de la présence du pion C2. Ce n'est pas même tour A6 qui va poser problème, certes le cavalier est attaqué, mais après dame D7, les noirs ont l'opportunité de protéger cavalier C6 et E6, tout en laissant entrevoir l'opportunité sur la colonne 9, qui est à l'avantage des noirs, en raison de leur avantage d'empan. Donc, cette situation n'est pas préférable pour les blancs, on ne va pas prendre le fou. Mais si on ne prend pas le fou alors qu'O a joué, eh bien vous utilisez la case D5. En effet, c'est la case de domination de la part des blancs. Le rayonnement du cavalier est assez intense et pose quelques soucis de gestion pour les noirs. Bien entendu, cavalier prend, cavalier D5 serait une hérésie, puisqu'après pion prend, fourchette et les noirs perdent une pièce. Mais la question va être posée après fou prend D5. Fou prend D5, si jamais les blancs décident de prendre avec le fou, vous pouvez prendre avec les noirs cavalier prend fou, supprimer cette dangereuse pièce mineure, et après cavalier B4, finalement les noirs vont se retrouver avec l'attaque du pion D5 et des perspectives d'égaliser le jeu assez rapides. Donc, le coup test, c'est plutôt E prend D5, puisqu'après cavalier B4, les noirs font pression sur le pion D5 à double reprise et menacent de le capturer. Et je vous invite à cliquer sur pause pour réfléchir à cette situation, voir de quelle manière avec les blancs vous pourriez gérer justement cette attaque sur le pion D5. Alors si votre choix a été de protéger le pion par C4, ce coup finalement va faciliter le jeu noir. Certes, avec C4 vous protégez, peut-être que vous allez envisager d'attaquer le cavalier, mais après dame C8, ce coup très utile va nous montrer que le jeu noir est plutôt satisfaisant. Les blancs jouent par exemple dame D2. Alors fou D2 n'est pas logique puisque le pion D3 est en prise par le cavalier. Donc dame D2. Et maintenant les noirs vont tranquillement prendre en C4. Et après D prend C4. Eh bien, vous avez l'opportunité de protéger le cavalier et en même temps, grâce à la dame en C8, de permettre à ce cavalier éventuellement de se transférer jusqu'en C5. On peut remarquer également que l'attaque à la découverte peut s'effectuer à tout moment et cavalier prend D5 peut être aussi jouable. Donc la perspective de protéger directement le pion ne convient pas. Si vous avez envisagé de jouer D4, c'était possible. E4 complexifie un petit peu la position, mais a priori les blancs peuvent essayer d'obtenir un jeu avec la prise du pion E4 qui peut leur permettre d'avoir quelque chose de satisfaisant. Mais les blancs ici ont un coup bien meilleur que D4 et très instructif sur la compréhension de cette position espagnole. Ce coup, c'est cavalier H4. En effet, vous laissez libre finalement la prise du pion D5, ce n'est pas votre souci. Vous visez la case F5 et cette case est une case clé sur l'espagnol. Vous profitez en fait du fait que le fou ne soit plus présent sur cette diagonale pour s'y installer. Et vous allez voir que les perspectives de jeu avec l'installation du cavalier en F5 valent bien la perte du pion D5. En effet, après un coup logique comme cavalier F prend D5, nous verrons bien entendu l'autre cas de figure. Cavalier F prend D5, fou attaque le cavalier, ça peut avoir sa logique. Eh bien, cavalier F5 s'installe et le tandem dame-cavalier peut s'installer avec une attaque sur le roi.
Mais vous pouvez remarquer aussi que ces deux cavaliers qui se soutiennent mutuellement sont finalement fragiles, car à tout moment, il peut y avoir un coup comme C3 qui peut attaquer l'un des cavaliers et fragiliser l'autre. Les noirs peuvent décider de jouer cavalier F6 pour éviter cette pression sur ces deux cavaliers. Mais après dame F3, vous pouvez remarquer que ce cavalier n'a pas énormément de cases de fuite, pas du tout d'ailleurs, et que la menace C3 est d'actualité. Donc cela donne l'avantage aux blancs, sans compter les perspectives du trio d'attaque dame, cavalier et fou sur le roi. Par la suite, nous verrons justement ces perspectives plus tard. Cavalier F prend D5, ok, mais cavalier prend D5 aurait pu être joué. Et là encore, vous avez l'opportunité de placer votre cavalier en F5. Certes, vous avez perdu un pion, mais l'installation du cavalier va vous donner un jeu très favorable, comme on va pouvoir s'en rendre compte. Ce cavalier est difficile à déloger. Vous remarquez que G6 n'est pas envisageable à cause du pion H6 faible. Dame D7 pourrait être en joué, et vous avez l'opportunité d'accentuer votre pression en installant la dame en F3. De cette manière, vous faites pression sur le cavalier à deux doubles reprises, et ce cavalier en F5 pourrait éventuellement prendre en H6, G5, etc., G7, et n'oubliez pas ce fou C1 qui peut également prendre en H6. Donc le jeu noir est difficile à gérer. Examinons cavalier F4 qui pourrait avoir l'idée de couper la coordination entre la dame et le cavalier. Que joueriez-vous? Vous avez raison, prise du fou, vous attirez la dame sur une mauvaise case, et maintenant fou prend cavalier, et le pion E5 est cloué, et vous avez gagné une pièce. Voilà donc un des dangers de cette position du côté noir. Et si jamais vous souhaitez protéger le pion en C6, par C6, le cavalier de D5, pardon, eh bien, vous avez l'opportunité de jouer notamment fou prend cavalier D5. Deux réponses, soit on reprend avec le cavalier et vous avez ici un cas de figure instructif basé sur l'attaque du roi, vous attaquez G7 et attention, après par exemple un coup naturel comme fou F6, vous avez une attaque liée à l'échec à la découverte qui permet d'attaquer le roi et la dame en même temps, avec donc le gain de la dame. Voilà donc un trio d'attaque extrêmement dangereux dont il faut tenir compte grâce au cavalier F5. Maintenant, si jamais le pion reprend, eh bien vous avez une autre technique d'attaque, c'est-à-dire vous utilisez le fou pour détériorer l'aile roi, et là encore, après pion prend G3, vous avez dame G3 qui permet d'utiliser le tandem cavalier-dame avec brio. Cette fois-ci, cavalier G4 pour retarder l'action. Il faut dire que si roi H7, vous avez dame G7 mat, cavalier G4, dame prend G4, et sur fou G5, vous jouez, vous l'avez bien entendu, en effet, cavalier prend H6, qui fait que vous avez un échec à la découverte qui attaque la dame et le roi. Je pense que c'est maintenant clair, ce type de combinaison. Si je reprends au départ, voilà donc une situation instructive où le jeu blanc face à fou E6 aurait pu être donc d'installer un cavalier, de proposer le gain d'un pion au noir, mais ce gain d'un pion au noir serait exposé à l'installation de la case fétiche espagnole, c'est-à-dire la case F5, cavalier H4, et sur cavalier prend, installation du cavalier, dame D7, dame F3, et ici de grosses attaques en perspective grâce au cavalier, au fou et à ce fou. En même temps la pression aussi. Voilà. Donc c'était intéressant de voir cela parce que ça nous permet de mieux approfondir
cet espagnol et on comprend pourquoi Carlsen ne joue pas fou E6 mais préfère jouer tour E8 pour transférer le fou en F8 et pourquoi pas jouer fou E6 si nécessaire par la suite. Donc tour E8. Maintenant, est-ce que cavalier H4 a son intérêt? Eh bien, je vais vous dire non, beaucoup moins, car le fou C8 est présent et avec cavalier D4, déjà, les noirs prennent un petit peu le jeu à leur compte, puisqu'ils attaquent leur fou. On va le conserver pour conserver des perspectives sur F7. Mais après, par exemple, fou D7 ou même C5, le jeu des noirs est satisfaisant car cavalier F5 ne peut pas être envisagé car le fou C8 et le cavalier D4 font pression sur cette case. Donc, pas intéressant pour le cavalier. Alors après tour E8, cavalier D5 a été joué. Le coup central, logique quelque part. Maintenant, fou F8 a été envisagé, a été joué. Le retrait du fou permet de libérer un petit peu la colonne E, d'éviter que D4 soit joué car il y a une pression sur le pion E4 en cas de prise. Après réflexion, les blancs ont décidé de prendre le cavalier, de relâcher la tension. Il y a d'autres possibilités telles que fou E3, telles que C3, mais ça sera pour d'autres pages à écrire sur ce sujet. Donc fou F8, cavalier prend cavalier F6. L'idée blanche va s'éclairer après dame prend F6. En fait, les blancs souhaitent jouer C3 et installer un pion en D4 pour aller très vite jouer éventuellement D5 ou prise en E5. La petite question que je vais vous poser, c'est qu'au lieu de jouer cavalier E7, ce qu'a joué Carlsen, pourquoi ne pas jouer fou E6? Alors fou E6, il y a un petit coup qui est intéressant, c'est tour A6. Les blancs attaquent le cavalier. Et la question maintenant, c'est sur cavalier E7, comment poursuivre? Eh bien, les blancs ont l'opportunité de jouer fou E3, de terminer leur développement. Et la question que je vais vous poser, c'est sur tour A8, qu'allez-vous jouer? Le fou est attaqué, on aimerait bien jouer dame à 1. Est-ce possible ou pas? Malheureusement, qu'allez-vous maintenant envisager? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Eh bien, si vous avez la suite de la suite dans les idées, tour point A8, ce serait dommage parce que vous donnez la colonne au noir. Mais dame à 1 était quand même à envisager malgré tout. Et oui, il fallait jouer ce coup, car après, tour point A6, logique quelque part, la prise du fou ne serait pas logique puisque la colonne A est dominante pour les blancs. Donc tour point A8 gagne une pièce, une tour en tout cas. Et donc tour prend A6, dame prend A6, mais la question c'est fou prend, qu'allait-il se passer? Eh bien sachez que la dame est la reine des attaques doubles et que dame prend B5 permet aux blancs de récupérer la pièce avec l'avantage d'un pion. C'était une petite combinaison sympa que je vous ai laissé trouver, que vous avez trouvé bien entendu. Les noirs ont décidé, plutôt que de jouer fou E6, ont décidé de jouer cavalier E7. Et les blancs jouent fou E3. Maintenant, les noirs décident de jouer fou E6. Cette fois-ci, il n'y a plus de cavalier en difficulté. Ce cavalier E7 est parti. Il peut même se gérer en G6, pourquoi pas aller en F4. Maintenant, avec fou E6, la question est posée, que jouer avec les blancs? Eh bien, le joueur russe avait anticipé. Il décide de jouer D4 et d'obtenir ainsi un duo de pions. Comment procéder du côté noir? Bien, ce duo de pions peut être dangereux, car il peut avancer et prendre de l'espace. Donc, que joue Carlsen? Il décide d'abord de prendre le pion. En prenant, il donne ainsi des perspectives supplémentaires à sa tour. Même s'il y a plusieurs pièces devant, ça peut être à terme un élément intéressant pour les noirs. Donc ça, c'est déjà un premier temps.
Les blancs jouent la prise en D4 avec le pion pour garder de la mobilité. Et après C prend D4, les noirs décident de prendre en B3. Ils échangent ainsi leur fou afin d'éviter éventuellement l'enfermement par D5. En tout cas, la prise d'espace de la part des blancs par D5. Donc fou prend B3, dame prend B3. Et maintenant, eh bien, ils vont jouer le coup qui va libérer quelque part un peu leur jeu, c'est cavalier G6. Pourquoi ce coup est utile? Eh bien, vous remarquez que la tour finalement fait pression sur le pion E4, que le fou est quelque part libéré, et ça veut dire que cela peut accompagner la poussée des pions en C5, on n'a plus le cavalier qui bloque, que le cavalier peut venir éventuellement en F4. Voilà tous ces éléments qui peuvent avoir leur importance, sans oublier bien sûr les deux tours liées qui pourraient, dans certains cas, contester la colonna. Voilà tous ces éléments plutôt favorables pour égaliser du côté noir. Si jamais les blancs souhaitent protéger leurs pions, dans ce cas de figure, vous avez un coup qui est plutôt utile, n'hésitez pas à le chercher. En effet, C5 permet de créer un duo de pions qui réduit l'avantage des blancs. Alors, Nepomuceno cherche le contre-jeu et joue tour EC1. Le contre-jeu, si tu prends mon pion E4, eh bien je prendrai ton pion C7. Quelle réaction va avoir Carlsen? Il va jouer C5, résoudre du même coup le pion qui était arriéré et le mettre devant, profiter du fait que le fou soit un flit pour protéger le pion C5. Voilà l'idée des noirs. Si les blancs envisagent de prendre en C5 pour capturer le pion C5, eh bien il y a simplement tour prend E4 qui égalise la position à ce niveau-là. C'est plutôt plus facile pour Carlsen d'égaliser. Donc, après C5, l'idée de maintenir la tension par dame D5 ne conviendrait pas non plus. Je vous donne une variante qui aurait pu être possible, c'est-à-dire cavalier E7 qui attaque la dame. Celle-ci va se transférer, pourquoi pas en H5 pour maintenir. Et puis après, dame G6 attaque à nouveau la dame. Vous voyez que les noirs se régalent de faire des propositions d'échange des dames. Si par exemple dame prend G6, cavalier prend G6, et on voit que le problème de 4 reste entier. Et si jamais dame H4, eh bien il y a simplement cavalier C6 qui commence à faire pression sur D4, mais vous remarquez aussi la double pression sur E4. Donc finalement, après D prend C5, tour prend E4, le jeu va donner finalement une bonne position pour les noirs. L'attaque sur la dame est assez désagréable. Donc, il est difficile de maintenir la tension. Les blancs trouvent un artifice lié à E5. Ils cherchent à casser la structure de pion centrale, mais les noirs jouent tout à fait dans l'esprit. Ils ne vont pas prendre le pion E5 pour permettre aux blancs d'avoir un pion passé, ce qui réveillerait un petit peu plus le jeu blanc. Par contre, ils vont laisser la tension en jouant dame F5. Maintenant, la pression sur D4, la pression sur E5 est désagréable. Et les noirs, enfin les blancs sont amenés à simplifier la position. Ils prennent en C5. Si par exemple E prend D6, il pourrait y avoir la poussée C4. Le pion D6 pourrait être pris ultérieurement. Cela donne déjà l'égalité aux noirs. Pion prend C5 et là, D prend C5. Propose un troc qui sera finalement accepté par Nepomuceno. Fou prend C5. Fou prend C5 va suivre maintenant une liquidation qui va amener une finale plutôt plate. Donc après tour prend C5, cavalier prend C5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend. Vous voyez que là ça se liquide, il y a beaucoup moins de matériel, la position est considérée comme égale, pas grand chose à dire. Certes encore
des pions sur cette aile, mais le jeu noir est tout à fait satisfaisant, le jeu blanc tout à fait correct. Difficile pour les deux joueurs de se départager. Jan Nepomniachtchi va chercher à un peu d'asymétrie en fait, mais sans grande conviction. Magnus Carlsen aurait déjà pu conclure à la nulle ici, mais bon, dame prend C3, il continue encore un peu, B prend C3, tour C8. Voilà une bonne manière de réduire le matériel, c'est-à-dire à ne penser qu'un seul secteur d'échiquier, c'est-à-dire l'aile roi. Voilà, vous troquez, je prends ton pion C3, je prends ton pion B5, et qu'ainsi le territoire défensif est réduit. Après, tour échec, roi H2, tour A3 pour couper le roi, H4, G6, pardon, G3, H5. Les blancs comme les noirs sont dans une position égale, dans une finale de tour où rien n'est à... on ne peut pas faire grand chose ici. Roi G2, roi G7, tour A5. Les tours gardent leur distance. La tour coupe le roi ne peut pas non plus s'activer. Roi F6, tour B5, roi G7. La répétition s'effectue. La nulle va se proposer. Et voilà, nul ici. Impossible pour chaque camp de progresser pour tenter de gagner cette partie. Il n'y a pas de raison donc de continuer. Les joueurs vont pouvoir reprendre quelques forces avant la 8e partie dimanche. Écoutez, après la partie dantesque de la veille, ça peut se comprendre. Il faut pour Jan Nepomniachtchi digérer la défaite, ne pas se précipiter et être prêt à une occasion au bon moment. Peut-être demain ou peut-être après la journée de repos. La stratégie des secondants de Jan Nepomniachtchi sera plus percutante. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.